grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. CEDEAO, un sommet aux multiples enjeux, sur le thème qui sera abordé au cours de ce grand dialogue. Le général Yakubu Gowon, ancien président du Nigeria et membre fondateur de la CEDEAO, a appelé à la levée de toutes les sanctions contre le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso. Cette annonce intervient alors que les chefs d'État vont se réunir ce samedi 24 février à Abuja, au Nigeria. Il a aussi demandé aux pays de l'AES de revenir sur leur décision de quitter la CEDEAO. Cet appel sera-t-il entendu? Les pays de la CEDEAO, les pays de l'AES participeront-ils à ce sommet? Un compromis est-il possible? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Dr Souleymane Keita, philosophe, enseignant-chercheur à l'Université de Lettres et de Sciences humaines de Bamako. Daouda Touré, doctorant en relations internationales. Et Dr Sidi Sungalo Mariko, enseignant-chercheur à la Faculté de Sciences administratives et politiques de Bamako. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. L'ancien président du Nigeria a souligné dans sa lettre ouverte adressée à la commission de la CEDEAO la menace qui pèse sur la libre circulation, l'installation et le commerce, piliers de l'organisation. Suivons le résumé de sa déclaration avec Moussa Malé Sissoko. Dans cette lettre, Yakubu Gowon, ancien président du Nigeria, exhorte les chefs d'État de la CEDEAO à lever toutes les sanctions imposées au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée. Il a souligné l'importance de la fraternité qui existe entre les pays de l'organisation ouest-africaine. Selon lui, la CEDEAO est plus qu'une coalition d'États et établie pour le bien-être de notre peuple, fondée sur une histoire, une culture et une tradition partagée. Yakubu Gowon a aussi demandé au Burkina Faso, au Mali et au Niger de revenir sur leur décision de quitter la CEDEAO. Une décision prise le 28 janvier dernier par les chefs d'État de ces trois pays. Ces trois pays en transition avaient annoncé que l'organisation est devenue une menace pour ses États membres. Enfin, le seul père fondateur de la CEDEAO souhaite la participation des 15 chefs d'État de l'organisation à un sommet. Objectif, débattre l'avenir de la communauté, la sécurité et de la stabilité régionale ainsi que du rôle de la communauté internationale dans le contexte géopolitique actuel. Docteur Keita, quelle lecture faites-vous de cette sortie du général Yakubu? Merci, M. Maïga. La sortie du président général Yakubu Gowon est, à mon avis, une sortie tardive, mais il est dans son rôle. Nous l'avons entendu tout de suite dans l'élément qui vient de passer. Il est le dernier président fondateur de la CEDEAO. C'est comme s'il intervient pour protéger son bébé qu'il a vu naître et qui est en train d'aller à volo aujourd'hui. Les trois pays qui ont déjà officiellement quitté, parce que c'était avec effet immédiat, qui ont officiellement quitté la CEDEAO, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont participer à la réunion de demain, ni à celle de demain, ni aux réunions à venir. Je crois que pour l'AES, le vin est déjà tiré. Et je ne vois aucun moyen pour ces trois pays de revenir à la CEDEAO. La sortie, elle est noble, mais elle est tardive. Donc quand vous dites que la sortie est tardive, est-ce à dire qu'il devait sortir tôt? Il devait sortir plus tôt, parce que quand on regarde le retrait des trois pays de la CEDEAO, les trois pays de l'AES, c'était prévisible. Quand on regarde la chronologie des événements, c'était prévisible. Il y a d'autres sorties, probablement, peut-être qu'on va parler de l'IOMA. Tant qu'on ne sortira pas, les trois pays ne déclareront pas leur sortie aussi de cette relation monétaire avec un certain nombre de pays de la CEDEAO, ce n'est pas encore fini. Donc c'était prévisible. Yakubu Gowon aurait pu sortir, d'autres auraient pu sortir pour éteindre le feu il y a de cela quelques mois, voire quelques années. Ces arguments avancés vous ont-ils convaincu? Les arguments avancés sont nobles. Ce que j'ai dit, parce que la CEDEAO a quand même un bilan. La CEDEAO, en termes d'intégration, en termes de circulation des personnes et des biens, la CEDEAO a un bilan.
Alors, les 3 pays qui quittent la CEDEAO, c'était improbable au départ parce que c'est 3 pays continentaux qui n'ont pas débouché sur la mer, qui, dans un passé très récent, avaient peur des sanctions possibles venant des pays qui ont des débouchés sur la mer. Mais aujourd'hui, la donne change parce que le commerce avec les pays qui ont des débouchés sur la mer, notamment je parle du Burkina avec le Togo, le Ghana, le Mali avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina avec la Côte d'Ivoire aussi, le Niger avec le Nigeria et le Bénin. Aujourd'hui, les 3 pays mis ensemble vont peser forcément, puisque ce qui est prévu par l'AES, c'est des négociations bilatérales, de pays à pays. Ça veut dire que le Mali va négocier avec le Sénégal, enfin, l'AES va négocier avec le Sénégal. Nous allons parler de négociations plus tard. Daouda Touré, vous êtes doctorant en relations internationales. Vous venez d'écouter quelques déclarations de l'ancien président du Nigeria, père fondateur de la CEDEAO. Quelle lecture faites-vous de sa sortie? Merci, M. Maïga. Bonsoir à mes co-débatteurs. Ce général nigérien, Gowon, comme l'a si bien dit mon aîné, c'est une sortie tardive. Où était-il au moment où les membres, les CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO sanctionnaient ces pays-là? Où était-il? Pourquoi n'a-t-il pas fait de lettres ouvertes en ce moment? Donc moi je pense aussi que c'est vraiment une sortie tardive. Et son l'appel ne sera pas du tout entendu. Ah bon? Oui. Pourquoi selon vous? L'appel peut être attendu uniquement dans le cadre de la levée des sanctions. Mais en ce qui concerne le retour des États membres de l'AES au niveau de la CEDEAO, l'appel ne sera pas entendu. Quel argument vous avez pour ça? Un des chefs d'État de l'AES a dit, je cite, « Nous sommes arrivés à un point de non-retour ». Vous parlez de Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré a dit que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Cela veut dire tout. Cela veut dire tout. Et là, les peuples de l'AES se retrouvent dans la déclaration de ce chef d'État-là, capitaine Ibrahim Traoré. Donc, difficilement, tant que les peuples et les chefs d'État sont en phase, difficilement, ils vont revenir dans la CEDEAO encore. Puisque c'était une demande même de la population de l'AES de quitter la CEDEAO. Les peuples de l'AES, de façon générale, reprochaient à la CEDEAO de s'être très très éloignés des idéaux des pères fondateurs de la CEDEAO. D'accord. Docteur Mouhariko, vous venez d'écouter le deux débatteurs qui affirment que c'est une sortie tardive. Comment vous qualifiez cette sortie du général Gowon? Alors, merci bien, M. Maïga. Comme l'a si bien dit mes précédents, à première vue, on est tous d'accord que c'est vraiment une sortie tardive. Mais cela dit, c'est quand même une initiative à saluer. Alors, surtout de la part d'un ancien dirigeant, après avoir servi, n'est-ce pas, le pays. Il va de soi que, n'est-ce pas, les anciens dirigeants continuent un peu avec ce genre d'initiative-là. Et je suis aussi tout à fait d'accord, n'est-ce pas, que d'autres personnes auraient dû aussi faire pareil, mais depuis quand même à un certain moment. Donc la grande question, c'est vraiment, comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, est-ce que l'appel sera entendu? Est-ce que vraiment c'est possible d'abord même que les pays-là, comme il l'a souhaité, n'est-ce pas, participent au sommet ensuite? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ils vont revenir sur leurs décisions? C'est vraiment ça, c'est pourquoi c'est vraiment un sommet aux enjeux multiples. On verra bien. Cet ancien président du Nigeria a également fustigé la direction actuelle de la CEDEAO, l'accusant de s'éloigner de sa mission fondamentale. Est-ce à dire que c'est un signal fort? Alors, c'est un signal fort, puisque quand on regarde un peu
Vous savez, la question des sanctions, là, c'est vraiment une question assez complexe et délicate. Parce que vous allez voir que d'une part, ça contredit même les propres textes même de la CEDEAO. Ça, c'est un premier aspect. Mais d'autre part aussi, il y a des mécanismes au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas, que les pays, y compris les pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont adhéré. Il s'agit, je veux faire allusion notamment au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui a été signé en 2001 à Dakar. Vous voyez. Alors, mais évidemment, c'est aussi quand même un regroupement, une organisation à vocation d'intégration régionale dont l'adhésion est volontaire, tout comme la sortie. Quand vous voulez sortir, seulement il y a des procédures. Vous voyez. Donc, on est tous quand même d'accord, tous les observateurs avertis sont d'accord quand même que ces sanctions-là sont assez controversées et ça pose énormément de problèmes, tant, n'est-ce pas, au niveau des pays concernés, que même l'organisation même en question. Vous voyez. Quand il dit que l'organisation s'est éloignée de sa mission fondamentale, et ça dit qu'il voulait dire que l'organisation a failli à sa mission. Alors, peut-être, même si l'organisation n'a pas failli, quand même, on peut critiquer la CEDEAO, n'est-ce pas, sur les questions de sanctions-là, notamment pour des pays comme ces trois pays-là, parce que d'abord, ce sont des pays qui n'ont pas de débouchés sur la mer, et sachant que nos pays, n'est-ce pas, dépendent beaucoup plus des importations, vous voyez. Donc, et justement, cette question-là même est même prise en compte, paradoxalement, même dans les traités de la CEDEAO. Alors, mais quand vous venez, quand cette même organisation vient prendre des sanctions contre ces mêmes pays-là, qui sont déjà, du fait même de leur situation géographique, fragiles, vous voyez, donc ça pose quand même assez de problèmes. Mais d'autre part, il faut aussi chercher un peu à comprendre un peu l'esprit justement de cette communauté-là, qui est aussi, parce que le protocole auquel j'ai fait allusion, ça s'inscrit justement dans le cadre même du mécanisme de prévention, de gestion et de résolution de la conflit au niveau de la sous-région. Par la suite, on a vu qu'il ne suffit pas seulement, et ce mécanisme n'était pas suffisant, mais qu'il faut aussi prendre en compte les questions de gouvernance politique, sociale et économique, et notamment le mode d'accès au pouvoir, parce que c'est justement cela qui est sanctionné aussi par ces protocoles-là. Donc, tout accès anticonstitutionnel au pouvoir est interdit par les traités de la CEDEAO aussi. Vous voyez. Donc, c'est vraiment tout ça, les controverses, n'est-ce pas, de ces sanctions-là. Vous l'avez dit, que la question principale qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet appel sera entendu? Il a fait un appel au nom des pères fondateurs de la CEDEAO à mettre de côté leurs différends et de se réunir pour la paix, la stabilité et la prospérité des populations. Est-ce que son appel pourrait être entendu demain au cours de ce sommet de la CEDEAO? Je vous repose la question. Oui, ce serait vraiment compliqué, et ce serait vraiment compliqué, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, quand on voit les développements récents qui s'est passé dans les trois pays-là, on se rend compte que même la CEDEAO elle-même a été dépassée par le cours des événements, en quelque sorte. Comment? Parce que probablement la CEDEAO au départ ne savait pas du tout que ces pays-là, n'est-ce pas, sont décidés à aller à ce niveau, à l'état actuel des choses, jusqu'à claquer la porte même. Parce qu'il faut vous rappeler qu'au début de ces sanctions-là, n'est-ce pas, notamment dans le contexte du Mali en 2022, en janvier 2022, n'est-ce pas, d'aucuns prédisaient même l'apocalypse au Mali, pour dire que vraiment le pays ne peut pas s'en sortir. On a dit vraiment beaucoup de choses, mais très paradoxalement, les autorités ont su bien gérer la situation en ce temps et tout le monde était vraiment surpris. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que la CEDEAO a été surpris. Et maintenant que le coup est parti, parce que les pays ont clairement notifié la CEDEAO, parce que selon les procédures, selon même le traité de la CEDEAO, lorsqu'un pays veut sortir, il faut notifier, n'est-ce pas, le secrétariat exécutif
dans un délai d'1 an. Donc, même si la question de délai, ce délai ne sera probablement pas respecté, c'est-à-dire le délai de notification qui est 1 an, mais quand même la notification a été faite. Vous voyez, parce que les pays ont clairement dit que leur sortie c'est à effet immédiat. Vous voyez. Donc, il y a d'une part, n'est-ce pas, un virage qui a déjà été pris par ces 3 pays-là, et de l'autre part, la CEDEAO qui est vraiment intervenue très tard. En tout cas, cette initiative-là de cet ancien président nigérian, vous voyez, donc du coup, la tâche ne sera certainement pas facile parce que, comme l'a dit mon collègue là, il y a quand même certains de ces pays qui ont clairement dit qu'un retour n'est pas possible. Vous voyez, mais c'est de la politique. Docteur Keïta, l'appel du général à la levée des sanctions et de toutes les sanctions d'ailleurs concernant les 4 pays en transition, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, est-il opportun selon vous? Oui, on peut envisager la levée des sanctions. Ce n'est pas la première fois que cela est discuté à ce niveau-là. Par rapport à la levée des sanctions, c'est tout à fait envisageable. Mais lever des sanctions pour des pays qui ont déjà décidé de quitter, je rappelle que celui qui le premier avait dit il n'y a pas de retour possible en arrière, on ne peut pas envisager de retour possible en arrière, c'est le colonel Assimi Goïta. Il l'avait dit en Bamanaka. C'est une quota là. Est-ce que ce n'est pas une déclaration politique? C'est une déclaration politique, évidemment. C'est une déclaration politique, mais qui engage la crédibilité de ceux qui tiennent ce discours-là. Aujourd'hui, revenir en arrière pour dire ces 3 présidents se réunissent pour dire bon, on avait décidé de sortir de la CEDEAO, on décide de revenir sur ce que nous avons dit. Est-ce que c'est trop tard pour eux? Est-ce que c'est trop tard? Vous savez que la déclaration, elle a été une sorte de bombe émotionnelle. Une bombe émotionnelle qui fait que il y a un pan de la population de ces 3 pays qui a adhéré à la déclaration. Donc c'est dédire aussi, c'est un risque politique. Parce que si jamais ils se dédisent, c'est un harakiri au niveau de la CEDEAO. Ça veut dire que vous n'êtes pas aussi crédible, pas aussi dur que vous le prétendiez. Et au niveau de la population, ça crée un divorce. Donc, de mon point de vue, ils sont condamnés. On a tous vu les 3 déclarations simultanées, conjointes, dans les 3 capitales. Les 3 déclarations ont surpris tout le monde. Même si, j'ai dit, la sortie n'est pas une surprise, mais le timing a surpris. La façon de faire a surpris. Donc, pour revenir à votre question, la levée des sanctions n'aura pas un impact particulier sur les 3 pays. Pour la Guinée, la Guinée reste dans la CEDEAO. Donc, si les sanctions sont levées contre la Guinée, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, au Mali, on ne vit pas sous sanctions, à proprement parler. Pas au même titre que le Niger, qui vit un blocus. Alors, tu ne peux pas faire un blocus contre un pays et dire que tu le fais par amour. Quand tu fais un blocus contre un pays continental, c'est que tu as décidé d'asphyxier les pays. Et quand tu décides d'asphyxier, tu ne peux pas vouloir asphyxier un pays et dire que tu le fais par amour. Ça ne marche pas. Maintenant, il y a une question qui avait été posée. Est-ce que l'appel du président Gowon va être entendu ou peut être entendu? Elle ne sera visiblement pas entendue. Comme je dis, le timing a manqué. Il est sorti très tardivement. Même si la sortie elle est noble, elle est tardive. Elle ne peut être entendue à ce niveau-là. C'est une action politique, a dit Dr Mariko. C'est une action politique qui est extrêmement risquée. Le sommet, c'est demain. Le sommet, c'est demain, samedi. Il y a des bulletins qui passaient aujourd'hui pour dire que certains hommes politiques de l'opposition des 3 pays pourraient participer. Oui. Vous voyez encore, on creuse davantage les fossés. Vous ne pouvez pas, j'imagine, si c'est des opposants maliens, j'imagine qui est-ce que ça peut être, à peu près. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse les inviter à prendre la parole au nom du Mali et que les autorités vont cautionner. Ça va creuser davantage des fossés. Voilà.
D'accord. Vous l'avez tous dit, hein, notre itinéraire est un chemin de non-retour, avait déclaré le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce à dire qu'il n'existe aucune chance à la négociation, Touré? Il peut y avoir des sens de négociation en ce qui concerne la levée des sanctions. Mais en ce qui concerne le retour des 3 États membres de l'AES dans la CEDEAO, très difficile. Très, très difficile. D'abord, pour la levée des sanctions, la CEDEAO même a déjà commencé à plaider. La CEDEAO avait déjà dit qu'elle plaide pour le retour, pour la levée des sanctions. Pour la levée des sanctions de ces pays-là, à savoir la Guinée, le Mali, le Burkina et le... Là, vous faites référence à la déclaration du président Talon du... Si, je fais référence à la déclaration du président béninois Patrice Talon. Oui. Et même, ils veulent la levée des sanctions déjà. Et ça commence à créer des problèmes même au sein même de la CEDEAO. Et il y a des pays membres de la CEDEAO qui souffrent énormément pour les sanctions. Donc, en ce qui concerne les sanctions, l'appel peut être entendu. Puisque c'est aujourd'hui même le souhait même de certains pays membres de la CEDEAO, la levée des sanctions. Mais en ce qui concerne le retour de ces 3 pays membres de l'AES dans la CEDEAO, moi je dirais que c'est très très difficile, voire impossible. Ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir en posant des conditions à leur retour, telles que réformer la CEDEAO. Ça, c'est une chance à négocier. Oui, c'est une chance pour négocier, mais c'est très très difficile. Sinon, ils peuvent poser des conditions à leur retour. Si vous voulez qu'on retourne, on va réformer la CEDEAO. D'accord. Voilà, la CEDEAO, comme on l'a dit, c'est difficile qu'elle revienne. Est-ce que cette sortie annoncée pourrait avoir un impact sur l'UEMOA? L'UEMOA, c'est possible, parce que tout d'abord, les 3 pays concernés, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, sont d'abord membres de l'UEMOA. Et surtout, vous savez que le processus même d'intégration de l'UEMOA est même beaucoup plus avancé que la CEDEAO, même si l'UEMOA, n'est-ce pas, selon les textes, a vocation à disparaître pour laisser la place à la CEDEAO. Ça, c'est un premier aspect. Donc, vous comprenez clairement que ça peut concerner l'UEMOA. Et même du côté des pays de l'AES, là, on ne sait pas, ils ont... Leur sortie, en tout cas politiquement, tel qu'ils ont dit, leur sortie est actée au niveau de la CEDEAO. Donc la prochaine sortie, c'est quand? C'est aussi ça la question. Donc toujours pour faire allusion à l'UEMOA, on ne sait pas. Et lorsqu'on prête attention un peu au discours politique dans ces 3 pays-là, on se rend compte que, n'est-ce pas, il y a une volonté d'aller au-delà de l'état actuel, vous voyez, de cette alliance-là. Donc même si c'est encore en train de se structurer. Vous voyez, donc ça peut bel et bien concerner l'UEMOA, à mon sens. D'accord. Vous l'avez tous dit, hein, qu'il n'existe pas de chance à la négociation, mais est-ce à dire que le Mali, le Burkina Faso, le Niger pourraient participer à ce sommet demain pour expliquer de vive voix leur décision de sortie de la CEDEAO? Est-ce qu'il existe une forte chance que les pays puissent participer à ce sommet? Oui, ça, à mon sens, il n'y a même pas d'équivoque à ce niveau. Les pays, s'ils appellent, s'ils envoient clairement des notifications aux pays, ils peuvent bien participer. Du fait que le président, l'ancien président, père fondateur, a lancé un appel à travers une lettre adressée à la communauté, tout en demandant également aux pays de l'AES de participer, avec tous les 15 pays de la CEDEAO, à participer à ce sommet. Est-ce qu'il existe une forte chance que l'AES participe à ça? Oui. Répond à l'appel du président sans que l'organisation ne lui envoie une notification. Voilà, c'est de là que j'allais en venir. Puisqu'il y a des mécanismes formels pour participer, n'est-ce pas, au sommet-là, même si un pays est membre. Donc le pays est d'abord invité
vous voyez, par la Commission. Donc, il faut d'abord que ces pays-là soient invités. Maintenant, est-ce que la CEDEAO a déjà fait ça? Comme le sommet est déjà demain, est-ce que ça a été fait ou pas? Bon, je n'ai pas d'abord cette information. Mais si les pays quand même reçoivent, n'est-ce pas, l'invitation, ils peuvent partir. Ça, c'est possible à mon sens. Maintenant, la grande question, c'est vraiment au niveau de la question, est-ce que l'appel sera vraiment entendu? Est-ce que les sanctions, comme ils l'ont dit, je ne vais pas revenir sur ça, peuvent être levées, à mon sens, puisque déjà le Mali, beaucoup de sanctions ont déjà même été levées sur le Mali. On faisait ça concomitamment un peu avec, n'est-ce pas, les développements au niveau de l'agenda électoral. Il y a la non-participation des autorités dans les prises de décision qui restent, l'empêchement des autorités à voyager sur l'espace de la CEDEAO qui reste également à négocier. Oui, il y a beaucoup d'autres restrictions sur le Mali qui va même au-delà même de la CEDEAO, ça c'est clair. Mais un peu contrairement un peu à ce que vous avez dit au début, hein, moi je pense plutôt que il y a toujours une chance pour les négociations. Et à mon ces trois pays-là, à mon sens, ne se sont jamais fermés à la négociation. Mais plutôt, moi je trouve quand même que les chances sont quand même minces. Encore. Les chances sont minces. Donc, n'est-ce pas, l'appel là soit entendu, parce que c'est ça la question principale qu'on est en train de débattre. À mon sens, il y a toujours une solution pour les négociations, mais à mon sens, les négociations sont quand même déjà compliquées. Parce que, comme on a dit tour à tour là, parce que l'initiative est venue vraiment beaucoup en retard. Ce divorce va-t-il se faire à l'amiable? Alors, à l'amiable, oui, je pense, puisque quelqu'un l'a déjà dit ici, que, n'est-ce pas, ces trois pays-là sont dans une dynamique on va dire, de bilatéralisme, c'est-à-dire de négociations de pays en pays, comme le font même d'ailleurs beaucoup de pays. Donc, du coup, je pense que ça pourrait bien être à l'amiable, même si ça va quand même... ça va potentiellement impacter non seulement sur les trois pays-là, parce qu'il faut quand même dire que même si nous avons quand même des liens d'interdépendance sur le plan social, politique et économique, mais ça va aussi impacter sur l'organisation même, la CEDEAO, puisque quand on prend ces trois pays-là, sur le plan démographique, c'est quand même une masse importante de population de la CEDEAO, vous voyez, qui vont claquer la porte. Et même sur le plan économique, bon, c'est vrai, la CEDEAO est beaucoup plus tirée par le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais quand même, après ces trois pays-là et le Sénégal, c'est quand même le Mali qui vient. Hein. Donc, même sur le plan économique, il y aura des manques à gagner des deux côtés. D'accord. Docteur Keita, deux organisations dans la même sous-région, est-ce que cela est possible? Cela est bien possible. Je voudrais répondre à une question qui avait été posée précédemment. Deux questions. La première, c'est la question de la monnaie. Si on suit la logique des trois pays de l'AES, jusqu'à ces dernières conséquences, sans quitter l'UEMOA, sans claquer la porte à l'UEMOA, l'action de quitter la CEDEAO n'aura pas de sens. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est la question du divorce à l'amiable. Il n'y a pas de divorce à l'amiable en réalité, c'est un abus de langage. Pour les trois pays, nous avons déjà quitté la CEDEAO. Je rappelle, c'était avec l'expression effet immédiat. Du moment où il y a eu la déclaration, nous avons quitté la CEDEAO. Le docteur a fait une remarque dans sa première intervention, l'article 91, qui dit qu'il faut une notification, attendre un an avant de quitter. Mais les autorités disent que la CEDEAO elle-même n'a jamais respecté ces textes, ce n'est pas à nous de les respecter. Donc, maintenant, pour revenir à la question des organisations dans la même sous-région, est-ce possible? C'est bien possible. L'AES, c'est une organisation de survie. Au départ, ça a commencé comme cela. Trois pays confrontés aux mêmes réalités,
sécuritaires ou même défis sécuritaires, défis économiques, climatiques, 3 pays enclavés, 3 pays qui ont connu des coups d'État, 3 pays sanctionnés. Donc, ils sont obligés de se mettre ensemble pour survivre. D'abord, c'est une association de survie, dans un premier temps. Et aujourd'hui, regardez l'évolution qui se fait dans les relations entre les 3 pays. Pour un moment, le Mali a eu du pétrole du Niger, du gasoil du Niger, à un prix qui défie toute concurrence, qui va être sécurisé, le transport va être sécurisé par le Niger jusqu'à ses frontières, ensuite par le Burkina jusqu'au Mali. Là où le Mali a gagné avec le Niger en termes de gasoil, qui a un besoin pressant aujourd'hui dans notre situation énergétique. Ce n'est pas évident qu'on abandonne cela tout d'un coup pour dire on va revenir avec ceux qui nous avaient sanctionnés. Mais on sait que les économies sont intégrées avec le reste de l'organisation. Mais il faut peut-être là, il faut mettre un bémol. Il y a très peu d'échanges commerciaux entre les pays membres de la CEDEAO. Très peu. Généralement, quand nous utilisons les ports des pays côtiers, c'est pour faire rentrer des marchandises qui sont venues d'ailleurs. Les ports sont juste des zones de transit. Vous regardez, par exemple, on peut prendre pays par pays. Qu'est-ce qu'on commerce avec la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on commerce avec le Sénégal, avec le Libéria, avec le Nigeria? Il y a très peu. Dire que voici une production sénégalaise dont le Mali a besoin et on va aller chercher cette production-là, ça existe très peu. Donc nous utilisons les ports comme transit. Et avoir un port, ce n'est pas forcément un... Il n'y a pas une valeur de développement à avoir un port. Mais est-ce qu'on peut s'en passer de ces ports? Non, on ne peut pas se passer de ces ports, comme les propriétaires de ces ports ne peuvent pas se passer de nous. Je donne un exemple. Le port de Dakar, hormis le Mali qui l'utilise, hormis le Mali et le Sénégal, personne ne l'utilise. Personne. Tous les pays frontaliers du Sénégal ont leur port. Vous prenez Abidjan, c'est pareil, le port autonome d'Abidjan. Hormis le Mali, le Burkina, qui d'autres l'utilisent? Alors qu'il faut rappeler que le Sénégal a fait un investissement colossal pour élargir son port, faire même un autre port en eau profonde. Et c'est le Mali qui est le premier utilisateur, le premier client. C'est là qu'on revient dans les relations bilatérales, les négociations bilatérales. Si le Mali veut négocier quelque chose avec le Sénégal, on ne met pas le nom de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas son mot à dire, c'est de partenaire à partenaire. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que tu as à gagner? Ensuite, donc, ça veut dire que les pays de l'AES vont créer de la concurrence entre les pays membres de la CEDEAO. Mais en sortant de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Oui. D'abord, on va parler de qu'est-ce qu'on a à perdre. Je vais revenir à qu'est-ce qu'on a à gagner. Allez-y. Qu'est-ce qu'on a à perdre en sortant de la CEDEAO? On va perdre la possibilité que nous avions de circuler entre les pays membres de la CEDEAO, la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises. Si nous savons que notre peuple... Donc des conséquences sur la libre circulation? Mais absolument, c'est la première conséquence qu'on aura. La première. Si nous savons, je disais, notre peuple est un peuple voyageur. Nous voyageons beaucoup. Et nous voyageons beaucoup dans la sous-région. Alors, ça, c'est la première conséquence. Il y aura, là où il doit y avoir des cartes de séjour, on en aura. Là où il doit y avoir des restrictions pour le déplacement des personnes, des marchandises, il y en aura. Ça, c'est la première conséquence à gérer. La Mauritanie est passée par là. Et encore dans cette situation-là, la Mauritanie. Si vous voyagez sur l'axe Bamako-Côte d'Ivoire, Bamako-Abidjan avec un Mauritanien, vous avez pitié. Tellement qu'on les plume. Mais est-ce que les autorités ont mesuré ces conséquences sur les populations, sur la libre circulation des personnes? Maintenant, on va revenir à qu'est-ce qu'on a à gagner. En attendant, qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à gagner? En attendant, qu'est-ce qu'on a à gagner? Est-ce que les autorités ont mesuré vraiment les conséquences sur ces populations? J'imagine, évidemment. Parce que vous ne pouvez pas faire une telle déclaration
sans mettre sur la table toutes les options possibles. J'imagine bien qu'ils ont réfléchi, ils ont mesuré les conséquences. Maintenant, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce qu'on a à gagner? Il y a, pour la première fois, la mutualisation des forces et des capacités des 3 pays qui, je l'avais dit, sont confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes problèmes, aux mêmes défis. Pour la première fois, il va y avoir cette mutualisation qui avait été voulue. Je rappelle, ATT l'avait demandé un moment, ça n'a pas marché. C'était l'idée de G5 Sahel, ça n'a pas marché. Mais pour la première fois, ces 3 pays, eux-mêmes, décident de mutualiser leurs forces pour combattre d'abord le terrorisme, pour défendre un certain nombre d'intérêts communs. Ça, c'est ce qu'on a à gagner. Et ce n'est pas négligeable de mon point de vue. Du moment où on s'est dit, nous avons le même destin. Si jamais un pays est attaqué, nous comprenons que nous sommes tous attaqués et nous avons le devoir d'intervenir. Exactement comme ça se passe à l'OTAN. Donc, une sécurisation mutuelle. Ce qui a fait que la menace sur le Niger, d'attaquer le Niger, n'a pas bien fonctionné. On dit, mais les pays qui veulent attaquer le Niger, le Mali et le Burkina font une déclaration commune pour dire, si vous attaquez le Niger, nous considérons que vous nous avez attaqués. Et nous entrerons en guerre. Ça, c'est pour mettre toute la sous-région en ébullition. Parce que la sous-région, il ne faut pas oublier, surtout à partir de ces 3 pays, nous sommes installés sur une poudrière qui peut à tout moment exploser, comme ce qui s'est passé avec la Libye. Donc personne n'a intérêt à mettre le feu à la poudrière. Touré, est-ce que les 3 pays ont les ressources financières pour faire face aux conséquences de la sortie de la CEDEAO? Les ressources financières? Oui. Oui, comme l'a si bien dit M. Keita, c'est ça. C'est des experts qui ont travaillé avant sur cette question-là. Les experts dans le domaine économique, finance, relations, diplomatie, sécuritaire, militaire. Donc, c'est des experts qui ont beaucoup travaillé d'abord, avant, aujourd'hui. Donc, toutes ces questions ont été déjà abordées. Si vous voyez que nos autorités ont pris cette décision, cela veut dire que nous avons les moyens de financer cette décision. Sinon, ils n'allaient pas prendre cette décision-là. Donc, nous avons les moyens, nous avons les ressources. Imagine-toi, le Mali, c'est presque le 3e ou 4e producteur d'or en Afrique. Le Burkina aussi produit de l'or. Tout récemment, le Niger, il y a le pétrole chez eux. Donc, nous avons les ressources. En plus de l'uranium. En plus de l'uranium. Vous voyez, donc nous avons les ressources pour financer cette décision. Le Niger, le Mali, le Burkina maintiendront leur croissance, maintiendront-ils leur croissance loin de la CEDEAO? Difficile à répondre à cette question. Ce qui est sûr, l'avenir nous le dira. Je vous repose la même question. Est-ce que les pays de l'AES maintiendront leur croissance loin de la CEDEAO? Alors, ça, peut-être, c'est un peu difficile de le trancher très clairement, parce que c'est vraiment une dynamique qui est en cours. Mais cela dit, nos autorités, je pense que ce n'est même pas seulement le Mali, ont essayé de nous rassurer quand même à ce niveau sur les impacts, sur les impacts notamment économiques de cette décision-là. Donc pour dire que l'impact, comme l'ont si bien dit mes collègues, il s'agit quand même d'une réflexion, il s'agit d'une décision qui a été mûrement réfléchie. Donc ils ont pris en compte certainement tous ces aspects-là, y compris les questions économiques-là, l'impact potentiel sur la population. Mais pour revenir aussi à la question des moyens, je pense que nous avons les moyens, parce que nous avons déjà fait 6 mois sous embargo. Vraiment, il n'y a que les vivres humanitaires, les santé, l'alimentation qui entraient. Nous avons fait ce temps-là, donc je pense que nous avons bien les moyens. Et la question de croissance, ça vraiment on verra. Mais on nous a quand même, les autorités quand même nous ont rassurés sur ce plan-là, pour dire que l'impact économique sera vraiment insignifiant. Du fait d'abord que, comme nous l'avons dit,
il n'y a pas assez de commerce entre nos pays, du fait même de de ce que nous produisons même nous-mêmes. Parce que moi, ce que je produis, lui, il produit la même chose. Ben, qu'est-ce que je vais acheter chez lui? Parce qu'il y a aussi ce problème au niveau de la CEDEAO. Vous voyez? Quel peut être l'impact de cette sortie sur le secteur bancaire? Ah oui, il y aura quand même des impacts. Il y aura des impacts, y compris sur le secteur bancaire, parce que nous sommes quand même liés au système même de paiement de la CEDEAO. Par exemple, même quand vous avez les cartes bancaires, il y a Jimou et moi, vous pouvez faire des transactions au Mali, au Burkina. Donc, il va s'agir de chercher des alternatives à toutes ces questions-là. Sinon, il y aura quand même des impacts. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut les dépasser? Ça, je pense bien. On peut les dépasser comment? Oui, en développant des systèmes parallèles. C'est ce que la Russie même nous a montré. Par exemple, dans le cadre de ce qui se passe, de ce qui l'oppose à l'Ukraine, lorsque les sanctions, une batterie de sanctions ont été prises contre ce pays-là. Donc, pour vous donner un exemple que c'est vraiment possible, il y a vraiment des systèmes, il y a toujours des systèmes alternatifs. Oui. D'accord. Il avait dit, il dit qu'il peut y avoir une sortie, une négociation si la CEDEAO accepte de changer sa politique envers les pays de l'organisation, réformer même l'organisation en question. Comment, selon vous, peut-on corriger les imperfections de cette organisation? Je reviens encore sur une donnée qu'il faut tenir en compte, c'est que pour les pays de l'AES, c'est déjà consommé. Ça, c'est pourquoi j'ai parlé à l'entame de mes propos de la sortie tardive du président Gowon. Pour les pays de l'AES, le divorce est déjà consommé. Donc, qu'on lève les sanctions ou qu'on ne les lève pas, ça ne change pas grand-chose. Mais si on veut parler politique, parce que ceux qui ont pris la décision, il faut rappeler, ce sont des militaires. Pour qui connaît le poids de la parole donnée par le militaire, donc ça compte. Dire qu'on va revenir là-dessus pour que, à partir de ces 3 pays qui ont fait des coups d'État, à partir de ces 3 pays, on va réformer la CEDEAO, de mon point de vue, ça relève d'un chimère, ça relève d'une illusion, ça ne marche pas comme cela. Qu'est-ce qui a fait que le problème est devenu aussi ardu? Il y a eu des égos face à d'autres égos. En fait qu'on a tiré sur la corde alors qu'on aurait pu commencer par une négociation dès le départ. Des égos surdimensionnés du côté de la CEDEAO et du côté des pays qui ont fait des coups d'État. On vous sanctionne, si vous nous sanctionnez, nous aussi nous partirons. Il faut rappeler que tu regardes toute l'histoire de l'humanité, les sanctions n'ont jamais fait tomber un régime. Jamais. C'est quand même bizarre qu'on ne puisse pas tenir compte de cette donnée historique. Tu regardes tous les régimes du monde. Les sanctions n'ont jamais fait tomber un régime. Ni au Cuba, ni en Iran, ni en Irak. Nulle part. D'ailleurs, quand on sanctionne... Même la menace d'intervention? Non. Au contraire, c'est que ça crée une solidarité autour des autorités. C'est ce qui a donné la journée de souveraineté retrouvée. Parce que quand il y a eu la sanction, l'appel a été lancé et de façon spontanée, les gens se sont retrouvés. Donc, il y a un raffermissement autour des autorités. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, c'est dit, ben, nous faisons taire nos différents locaux pour faire face à celui qui vient de l'extérieur. D'accord. Malheureusement, le temps que nous avons est déjà imparti. Merci en tout cas à nos invités. Nous parlions de la CEDEAO, un sommet aux multiples enjeux, et nous étions avec Dr Souleymane Keïta, philosophe, enseignant-chercheur à l'Université de Lettres et de Sciences humaines de Bamako, Daouda Touré, doctorant en relations internationales, Dr Sidi Sungalo Mariko, enseignant-chercheur à la Faculté de Sciences administratives et politiques de Bamako. Ce débat vous a été animé par Imrana Akilou Maïga, à la régie vidéo Gagny Kanté, à la mise en onde Ibrahim Sanogo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.